Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour à toutes et à tous. Très ravi de vous retrouver dans notre rendez-vous de chaque jeudi en direct de la station régionale de Béchar. Bien sûr, nous allons avoir l'honneur et le plaisir de vous accompagner pendant 1h30, de 8h à 9h30. Comme chaque fois, plusieurs plateaux, plusieurs invités. Et nous allons retrouver nos premiers invités dans un instant. Alors, professeur de sociologie et d'anthropologie linguistique à l'Université d'Oran, il est essayiste, romancier, chroniqueur. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment du premier roman en langue algérienne, Fahla, écrit simultanément dans les deux graphies latine et arabe. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés Monsieur Rabah Sba. Bonjour et bienvenue. Marhaban, merci infiniment pour l'invitation. Je vous en prie. J'ai aussi l'honneur de recevoir à mes côtés le fameux chanteur du Gnawi connu à l'échelle internationale, bien sûr, Monsieur Mejbar. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Allah يسلمك مرحبا بنا إن شاء الله تكون émission في المستوى إن شاء الله. Inch'Allah, c'est tout ce qu'on espère. Alors, Monsieur Rabah Sba, aujourd'hui, vous êtes désigné comme étant commissaire du Festival international du Diwan Gnawi, tant attendu depuis quand même 6 ans qu'on attend l'apparition de la première édition à Béchar. Même s'il y a eu 11 éditions auparavant à Alger, ça sera la première à Béchar. Oui, en effet, il y a eu, j'allais dire, une interruption due à toute une série de raisons, aussi bien techniques qu'historiques. Absolument. Je dois quand même rappeler que le festival donc, international du Gnawi a été créé en 2006, domicilié à Alger, a connu effectivement une dizaine d'éditions. Et en 2020, il a été transféré donc à Béchar, ville qui abritait auparavant le festival national de la musique Diwan. Qui est parti finalement à la wilaya de Naama. De Naama, Voilà. localisé À Ain Sefra. à Ain Sefra, précisément donc en 2021. Et comme je l'avais dit, pour toute une série de raisons, entre autres, il y a eu les événements de Gaza, etc. Donc l'Algérie a décidé, par solidarité, dans un premier temps, donc de suspendre toutes les festivités qui étaient prévues durant cette période. Et par la suite, il y a eu toute une série d'autres facteurs, disons, on ne peut pas rentrer dans les détails, qui ont fait que donc la première version qui était prévue normalement donc il y a 5-6 ans n'a pas eu lieu à Béchar. Et finalement, donc en 2006, Inch'Allah, 2026. Oui, elle aura lieu. Je dois dire tout de suite que tous les moyens ont été prévus pour que cette édition réussisse, Inch'Allah. Donc, quand je dis les moyens, aussi bien matériels qu'autres. Et nous avons commencé donc à travailler. Pour cette raison que j'ai à mes côtés un ma'allem, un grand ma'allem donc du genre, en l'occurrence ma'allem Mejbar. Et donc ça fait quelques jours, donc toute une série de contacts ont été faits, disons avec le monde, la société civile, comme on l'appelle habituellement, parce que il faut préciser une chose, c'est-à-dire que cette édition qui a pour mot d'ordre pour une africanité algérienne créatrice. Très bien. Min ajl Ifriqiya Jazairiya Khallaqa. Pourquoi? Je veux dire pourquoi. Parce que, comme vous le savez, à l'origine, ce genre, le Gnawi, a vu le jour dans ce qu'on appelait Bilad Soudan, en l'occurrence toute l'Afrique de l'Ouest, et en particulier dans 2 pays, le Ghana et la Guinée, d'où vient d'ailleurs l'appellation du Gnawi. Donc elle tire ses origines avait donc pour origine pas seulement la dimension musicale, mais il était composé de toute une sorte de ritualité
elle-même donc s'inspirant de plusieurs formes de spiritualité, donc de toute la région. Et pendant longtemps, hein, je le dis, hélas, ces dimensions ont été au fur et à mesure perdues. Tant et si bien qu'on a retenu que le côté musical, le côté festif, hein, plus globalement. Mais sinon, à la base, justement, c'était un Voilà. rituel de bien-être, C'est une série de rituels. de cure thérapeutique. Et nous, avec l'ensemble des collaborateurs, que ce soit les Ma'allem, que ce soit la société civile de la région de la Saoura, parce que le festival, c'est pas uniquement la ville de Bchar, hein, c'est toute la région de la Saoura. Hein. Donc il y aura des manifestations dans toute la région. Bon. Donc nous tenons à ce que cette dimension spirituelle revienne. Bien évidemment, le côté festif sera présent. Hein. Il y aura toute une série de pays, hein, comme vous l'avez dit à juste titre, il s'agit d'un festival international. Donc déjà la Tunisie, voilà, la Mauritanie, la Tunisie, le Sénégal, la Mauritanie, d'autres. Mais pour l'instant, ce sont déjà les premiers contacts. Hein. Donc le Tchad, sans doute. C'est pour cela que la dimension africaine doit être saillante, elle doit être prégnante. Et bien évidemment, nous ferons en sorte que toutes les ritualités qui accompagnent ce genre musical soient également portées à la connaissance du public. Donc, comme je l'ai dit, je le répète, il faut absolument mettre l'accent sur la dimension spirituelle de cette manifestation qui aura un caractère international. Et bien évidemment, la priorité des priorités, c'est de donner de l'Algérie une image de spiritualité, de musicalité, de poéticité et hospitalité, voilà, d'hospitalité, partage avec l'autre et tout ce qui en... Le partage. Alors justement, l'endroit a été choisi, ça sera la localité magnifique de Tarit. Oui, et est-ce que les dates sont fixées? Ah oui, les dates, officiellement, sauf évidemment, cas de force majeure, c'est du 24 au 28 septembre. Très bien. Donc, prochain. Donc, dernière semaine du mois de septembre. Alors, bien évidemment, la scène principale, ce sera Tarit. Hein, donc, vous venez de le rappeler, dans ce cadre féerique. Je reviendrai sur le programme et tout ce qu'il va y avoir à côté, mais avant ça, je vais donner la parole au Ma'allem Mejber pour nous donner quand même un petit aperçu sur ce style musical. Alors, Ma'allem, depuis longtemps, de domaine Hada, bien sûr, vous avez apporté une modernisation au style, دخلوا عليه أدوات جدد وآلات جديدة، un style musical واحد آخر، وتعرف في العالمية، واش تقدر تقول لنا عليه منذ النشأة نتاعه والأهمية تاع مثل هذه المهرجانات لما تنعقد في منطقة بشار؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم وربي إن شاء الله يقدرنا على مواصلة هذا العمل باش نعطي صورة جميلة une bonne image parce que c'est mondial. Donc concernant هاد النشاطات الموسيقية avec le temps ظهرت أن يلزم تعديل باسكو ما ولاش فيستيفال محصور كما كان سابقا ريجيونال أو ناسيونال donc il est devenu international où c'est une musique qui est connue à l'échelle internationale, où il y a aussi pas mal de musiciens et de chanteurs qui exercent ce genre de style et de ce genre de musique spirituelle. Bon, notre objectif, le contenu musical, c'est la création, c'est de penser à créer des nouveaux textes qui ont une relation avec le diwan ou le gnawi. En plus, la fusion, c'est-à-dire on ne reste pas toujours le même contexte, ou les mêmes instruments, goumbri, percus, qarqabou et tout. On a pensé à intégrer autres instruments afin qu'elle soit une fusion et une modernisation de ce genre. C'est-à-dire on intègre tout genre d'instruments, que ce soit à souffle ou bien des synthés, des percus. En plus, des choristes au point où on allons à des gospels parce qu'on reste toujours sur le côté spirituel. Et on voit, et on a vu que ça a donné des résultats. C'est pour ça qu'il faut qu'on se base à donner de nouveaux textes ou là donner des versions nouvelles
Alors, le style musical, il est connu, mais le rituel exact de la pratique gnawi n'est pas forcément connu par tout le monde. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur justement les Bon, caractéristiques de ce style? Si on parle de ce rituel, on revient à ce qu'on appelle le mhalla. Parce que mhalla, عندها ses modes, عندها ses codes, elle doit être respectée. Donc, le rituel reste avec le mhalla. Comme ça, il y aura Lila. un respect. Oui. Donc, tout ce qui est mhalla, c'est traditionnel et typiquement traditionnel. On ne peut pas parler de mhalla et on fait intégrer d'autres instruments. Par respect, Mais ça marche justement, pas. pour donner justement un petit aperçu sur cette pratique, alors il faut savoir que ça se fait la nuit, c'est la veillée, où il y a tous des instruments adéquats, il y a des couleurs, il y a d'une madrasa à une autre, ça change, les disciples et leurs maîtres ont une technique de danse adéquate, donc ça change d'un style à un autre. Exactement. Et il ne faut pas qu'on généralise parce que ça diffère d'une région à une Absolument. autre. Chaque région a son mode, a Ses couleurs, ses sa couleurs pratique, et ses tout. danses. Mais dans l'ensemble, il y a une ressemblance aperçue. Aperçue. C'est-à-dire si je vais ailleurs pour participer, faire une nuit traditionnelle de Diwan, je ne me trouve pas étranger. Parce qu'il y a beaucoup de ressemblances, sauf Alors, les la codes, programmation les codes qui ne diffère. changent pas dans un groupe, dans un groupe de Gnawi, Oui. c'est que le Ma'alem est avec son gambri, Exactement. c'est des disciples qui sont avec le Qarqabo, Gnadi donc, Zitou, voilà. Qaddam, Voilà, Shawish. Muqaddam, donc, Il y a juste une petite remarque. Il y a une tâche qui est, on ne dit pas qu'il est ignorée, mais peut-être oubliée, c'est ce qu'on appelle l'arifa. L'arifa, Alors ça, c'est par la contre, je dame ne qui connais s'en pas. occupe de la danse ou de la chez les trance femmes. chez les femmes. Oui. هذه نقصت بزاف, mais on pense, Inch'Allah, وين تكون كاينة une nuit traditionnelle, parce qu'il y a des dames qui rentrent Oui. en transe. Donc cette dame qui s'appelle l'arifa, c'est elle qui s'en occupe de ces ah ben dames. oui, pourquoi pas une soirée spéciale pour femmes, C'est pour ça, revenir à nos elle origines. existait, ce qu'on Voilà. appelle, c'était le nom de Kerktou. Voilà. Kerktou, Mais autrefois, justement, il y avait toujours une séparation de corps entre hommes et femmes. Et voilà, d'où l'appellation, justement, Arifa, donc, Arifa, qui diffère. c'est ça. Absolument. Ah ben voilà, comme on est avec le commissaire, ça pourrait être intégré au programme. Inch'Allah. Je reviens vers vous, Monsieur Sba. Ça fait une très belle transition d'ailleurs, parce que justement, comme vient de le rappeler Alem, moi, vous l'avez en primeur, hein, donc c'est-à-dire que la soirée, enfin la première manifestation, c'est la manifestation d'ouverture, sera composée justement de cela. C'est-à-dire qu'il y aura bien évidemment donc le côté musical, etc. Mais elle se fera en 3 grandes séquences. La première séquence, donc, ce sera le côté musical, festif, etc. Une deuxième grande séquence, ce sera Allah. Et une troisième grande séquence, la séquence finale, donc, qui va clôturer donc, cette première grande manifestation d'ouverture, ce sera donc la trance, proprement dite, Jidba, Oui, donc, mais qui sera composée du côté masculin et féminin. très bien. Donc, il y aura Donc les voilà, deux. je pense que ça sera la oui. particularité de Ah, cette c'est- édition. Voilà, ça n'a absolument, pas été fait absolument. auparavant. Donc, il a bien fait de le rappeler parce que c'était le Alpha, etc. Donc, sur scène, donc la séquence finale, donc la transe, la séquence donc de la transe, aura un côté masculin et un côté féminin. Donc, nous allons réhabiliter, donc publiquement, disons, ce côté-là. Mais bien évidemment, comme l'a rappelé le Ma'alem, c'est-à-dire il y aura donc des passages. séquences spécialement féminines. C'est-à-dire en dehors donc de la scène proprement dite. Très bien. Voilà. Alors, je pense que ça sera une première à Béchar parce que lors des festivals nationaux, on avait souvent affaire à un spectacle, à une musique, à un art, mais on ne connaissait pas forcément le derrière, qu'est-ce qui se passe justement en parallèle dans ces troupes folkloriques qui font partie de notre patrimoine justement. Absolument. Alors, je reviens à la particularité toujours, il y aura des manifestations dans plusieurs endroits, pas forcément qu'à Tarit. Donc, Kenazza sera impliqué, Béchar aussi. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu? Ah oui, alors pour Kenadza, on commence par Kenadza, c'est-à-dire nous avons l'intention de réhabiliter le carnaval de Berkaïcho. Berkacho, oui, très Donc, connu à la région. qui fera partie donc du côté festif public cette fois-ci, parce que bon, la scène, bon, qui généralement, bon, les scènes vont se dérouler
en nocturne, disons, début de soirée, mais la journée, il y aura aussi des activités. Donc le Berkaouchou, le carnaval Berkaouchou aura lieu précisément à Knetsa, avec quelques scènes également, hein, donc de Gnaoui. Pour Bchar, nous commencerons donc l'ouverture, ça c'est le côté informationnel, mais le côté informationnel traditionnel, mais qui contient aussi une partie rituelle. C'est le taureau, donc accompagné qui des commence à se danseurs, perdre, on le etc. voyait souvent autrefois. Voilà, parce que vous savez, actuellement nous sommes dans un canal d'information moderne, mais à l'époque, hein, donc comment passer l'information? Bouche à l'oreille. C'était le barrah, d'abord le barrah avec son tambour, etc. Ouais. Mais pour le côté gnaoui proprement dit, c'était donc le taureau accompagné des... Et justement, on parlait tout à l'heure, juste avant l'émission, là aussi, il faut rappeler un certain nombre d'aspects anthropologiques de la région qui sont extrêmement importants et qui font partie de ce que vous avez à juste titre rappelé tout à l'heure, le partage. Oui. Donc, alors, à propos de partage, en fait, les gens nous retiennent de ce passage avec le taureau, le tambour, le qaraqab, etc., uniquement le côté, entre guillemets, folklorique. Mais à l'origine, ce taureau-là, c'était quoi? C'est le sacrifice pour dire, il va être sacrifié en fin de tournée, et autour d'un repas, voilà, qui va réunir... Et puis aussi un partage, dans le sens où on prenait des morceaux pour les donner à des familles démunies. Absolument. Ça rentre dans la sadaqa. Voilà, justement, c'est la sadaqa. Donc, parle il y a le départ du festival, il faut qu'on revienne à l'origine, parce que la tradition, le départ du festival, il faut penser à cette scène. C'est le taureau. C'est-à-dire, il y a des gnadis qui tournent avec le taureau. C'est quoi qui ça? Était habillé à l'époque avec un foulard, et puis il y avait des trucs en doré. Bien représenté, pour donner une bonne image à cette randonnée. Il y avait même un tabac avec lequel on ramassait des dents. C'est-à-dire pour ceux qui veulent cotiser justement pour le repas du soir. Mais c'était pas ça. L'objectif, c'est pas la cotisation. L'objectif, c'est beaucoup plus, c'est l'information. C'est le fait de prendre le taureau avec l'équipe de Gnadiz et les Gangas et tout, qui font le tour du bled pour informer qu'il y a une cérémonie de diwan. Alors le taureau à la fin, il يتذبح ou la viande هذيك sera partagée باش كاع الناس تاكل. Ce qui rentre في صدقة. C'est la fête générale, voilà. نديروا هذه الدورة باش نعلموا كاع المجتمع نتاع البلاد ويحضروا في ديك الليلة والطورو راه يتذبح اللي يتكل ولا ماجوريتي تمشي صدقة باش تالي ما قدرش يحضر في الفيستيفال الليلة يحضر يجيه صدقة. Alors on a pensé à cette scène باش تكون في les débuts du festival. Pour marquer, on va revenir justement à nos ancêtres, les pratiques qui se font. On n'a pas oublié les traditions. Voilà. Absolument. Oui, moi je tiens absolument à préciser qu'en fait la région de la Saoura, notamment, a une longue tradition, parce que contrairement à ce qu'on s'imagine, c'est-à-dire que ces pratiques, qui ont aussi un côté thérapeutique, il ne faut pas l'oublier. Oui. Parce que à la base, c'était ça. Quand on parle dans les séquences Lila, il y a 4 grandes séquences, parmi lesquelles la séquence thérapeutique a une très 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 grande importance. Absolument. Et la transe, précisément, rentre donc dans le côté thérapeutique. Donc souvent les gens se sont soulagés, il y a un côté psychologique dans cette histoire évidemment, se sont soulagés, etc. Après la sueur. Avoir évoqué plein d'émotions et évacué tant de stress, voilà. Absolument. Donc ça c'est, moi je me rappelle, enfant, parce que j'ai connu aussi ces pratiques-là dans la région, et on disait, Nourouhou an ouled Sidna. Donc, il faut dire d'où vient cette appellation, Ouled Sidna. Et en fait, c'est le diminutif de Sidna Bilal, Sidna Boulal. Oui. Donc, en fait, parce qu'à l'origine, donc les premiers Gnaouis islamisés, parce que la pratique existait bien avant l'islamisation du Ghana, du Nord-Afrique. Voilà, absolument de l'Afrique de l'Ouest.
et qui est devenu par la suite, donc, une pratique de Gnawi musulmans. C'est ça. Donc, qui se sont appropriés donc, ce type de rituel, accompagné évidemment d'un côté thérapeutique, de la transe, etc. Et puis, évidemment, un côté thérapeutique et musical. Alors justement, durant ce festival, vous envisagez de programmer justement des conférences qui vont Ah oui, avoir absolument. lieu. Ah oui. Alors j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu. Il y aura des projections aussi Absolument, de contributions absolument. de Des grands expositions. réalisateurs à l'image de l'Arbi Lekhal par exemple. Yatik Saha. Voilà, donc oui. ça Alors va bon, présenter quand puisque même. vous avez commencé par le volet cinéma, je vais en parler, mais en fait il y aura 4 grands volets. Hein. Donc bien évidemment les conférences, cinéma, exposition et aussi présence d'un certain nombre de présentations de costumes, etc. Bon. Et donc pour le côté conférence, nous avons Des chercheurs, des des universitaires. chercheurs d'abord étrangers, entre guillemets, enfin, ou Des participants, nationaux vivant à l'étranger qui ont travaillé sur le Gnawi, c'est-à-dire qui nous viennent de l'extérieur. Mais également des chercheurs algériens et surtout locaux. Oui, de Parce l'université que, de Béchar. ah oui, Il y a eu pas c'est-à-dire mal qu'en fait de recherches l'idée, dans ce sens. c'est d'associer au maximum donc les potentialités aussi bien artistiques qu'universitaires, culturelles de façon générale, de la région. C'est-à-dire que c'est le socle principal, c'est toutes les énergies régionales, hein, locales, je veux dire. Donc là, il y aura donc également on ne va pas citer des noms, mais il y aura également des conférenciers de l'université de Bchar. Alors, pour le volet cinéma, donc, il va y avoir plusieurs projections, dont dans le documentaire sur le Diwan de notre ami l'Arbi Khal. Il y aura aussi un documentaire sur l'icône de la région, l'Arhamha Hasna Bcharia. Voilà, et notre défunte, d'autres projections. Et qui a apporté un plus à la chanson saharienne alors, ça, c'est Sud-Ouest. un autre volet, donc c'est le volet hommage. Donc, le festival donc, compte rendre hommage à un certain nombre de figures, aussi bien musicales que littéraires de la région. Donc, pour la musique, vous avez déjà cité Hasna. Bon, on va certainement faire. On ne va pas tout dévoiler, ça c'est sûr. On ne va pas les citer tous, parce que sinon il y aura quelques jaloux. Bon, pour le volet littéraire également. Hein, donc, vous connaissez, il y a un certain nombre, grand nom de la littérature donc, qui sont ici de la région, de Knetsa notamment, donc, auquel on rendra hommage. Donc là, c'est-à-dire qu'on ne va pas se limiter uniquement au côté musical, rituel, proprement dit. Mais on va élargir, disons, le festival de sorte à donner de la visibilité à certaines pratiques littéraires, musicales, culturelles au sens large du terme, de la région. Parce qu'il est extrêmement important que la région de la Saoura puisse montrer, disons, le côté propre en ce qui concerne cette forme d'expression artistique. Comme quoi, elle a une longue histoire. Je peux vous donner juste comme ça au passage. Vous savez, la région de Knetsa, puisque vous avez parlé là aussi, on va organiser donc des visites touristiques, etc. Donc, très bien. Le directeur du tourisme qui a eu la gentillesse d'accepter tout de suite de collaborer. Je cite par exemple à Knetsa, un quartier qui s'appelle Deb Labid. Beaucoup de gens s'imaginent qu'on l'appelait comme ça, uniquement parce qu'à un moment donné, ce qu'on appelait les esclaves, etc., a été exploité, qui habitait la région. Mais en fait, non. Pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, c'est l'un des premiers endroits qui a accueilli le type d'expression artistique guinéoui dans la région de la Saoura. Donc, ça remonte quand même à la fin du XVe siècle. C'est pas rien. Oui. Fin XVe, début XVIe, et donc il y a des traces.
Par la suite, il y a un autre quartier plus récent que Derb Abid, c'est Centra. Oui. Ce qu'on appelle Centra, c'est-à-dire entre Bishtar Jdid et... Enfin, on l'appelle Centra parce que c'était la centrale électrique, tout simplement. Mais bon. Et là aussi, il y avait une communauté d'origine africaine, donc de ces régions-là qu'on a citées, et qui avait introduit aussi l'art gnawi, etc., donc, dans cette région-là. Oui, donc la région de la Sahara a une histoire, a des traditions dans ce genre de musique. Alors justement, j'ai une question. Alors comment concilier justement la préservation de l'authenticité du patrimoine d'Iwan Gnawa avec l'ouverture à l'influence musicale internationale? Ah oui, bien sûr, absolument. Mais justement, pourquoi il est extrêmement important d'insister sur les caractéristiques locales de cet art, mais pas seulement sur le plan musical, sur toutes les ritualités qui l'entourent et qui étaient présentes, comme je viens de le dire, depuis... Des siècles. Ah oui, depuis au moins la fin du XVe siècle. Donc il va falloir, parce que là, je reviens à ce que vous disiez à juste titre tout à l'heure, en ce qui concerne l'aspect universitaire. Je suis déjà en contact avec des universitaires de Pchar, que je connaissais avant, mais que cette fois-ci, j'ai construit avec eux un certain nombre de projets que nous allons mener ensemble sur des recherches universitaires, sur des recherches académiques portant sur ces aspects-là. C'est-à-dire pour mettre en exergue, pour mettre en science tous ces aspects qui sont spécifiques à la région. Pour dire qu'ils ne nous viennent pas d'ailleurs, ils sont de chez nous. Ils sont de chez nous. C'est le notre patrimoine, ça, c'est local qu'il faut réhabiliter. Le temps ne nous permet pas de nous Preuve étaler. académique à l'appui. Il y a justement... Preuve académique à l'appui. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce style oui, gnawi. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver pour en parler davantage. Oui, avec plaisir. Malheureusement, le temps nous presse. Je vais laisser un dernier mot à M. Mjbal, peut-être sur l'importance de l'organisation de ce genre d'événement, brièvement en 2-3 phrases. L'organisation, ce qui vient de dire M. Sba, il a parlé de l'historique et tout, parce qu'on sait bien que le festival, il ne se fait pas que là, sur scène. Il y a des conférences. Absolument. C'est le moment où on vient pour découvrir l'histoire de ce diwan. Il y a peut-être des gens qui par ont, beaucoup de qui gens, ont des justement, plus. qui l'en parlent. Donc c'est le moment de partager ces informations. Tandis que la scène, c'est l'endroit de la festivité. Absolument. En même temps, de l'interprétation de quelques danses, de quelques dialectes sur scène. Donc il y a ce qu'on appelle takamul. Voilà. Et Inch'Allah, on va faire tout le possible pour atteindre l'objectif de ce festival où on demande de l'aide. Toute personne qui a un plus, Il s'implique. Ah ben, je vous remercie pour toutes ces informations et éclaircissements. Avant de conclure, je vais juste faire rappel sur votre œuvre Fahla. Alors, dont on avait parlé au départ. Absolument. Ça, c'était premier roman en langue algérienne. Oui, absolument. Que vous n'avez pas appelé en langue... pas du tout. Derija. Oui, Voilà, absolument, donc langue algérienne. C'est Et puis ça, c'est ou le la langue dernier. algérienne. Pensez l'Algérie, les contre-feux de la dérision. Alors ça, c'est le dernier qui est apparu. C'est le dernier, il vient de sortir. Mars dernier. Et en un mot, je veux dire pourquoi j'ai écrit cet ouvrage. Oui. Parce qu'il est accompagné par une sorte d'adage. C'est-à-dire pour dire qu'on peut réfléchir l'Algérie sans la travestir. Oui. On peut la réfléchir sans la trahir. Très fort comme message. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de ce premier plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale et nous reviendrons juste après pour recevoir nos prochains invités. Restez avec nous. Papa
النبي على يا مولانا بابا حمص يا كنا وبابا حمص النبي على يا مولانا بابا حمص كنا وزور النبي محمد بابا حمص النبي بابا حمص النبي على يا مولانا بابا حمص بابا حمو مولى الوعدة بابا حمص النبي على يا مولانا بابا حمص النبي بابا حمو بابا حمص النبي بابا بابا حمص النبي بابا حمص النبي سيدي حمص النبي بابا حمص النبي بابا حمص النبي بابا حمص النبي سيدي حمص النبي بابا حمص النبي بابا حمص النبي أشهد لا إله إلا الله بابا حمص النبي يا ولي أشهد لا إله إلا الله بابا حمص النبي يا ولي يا ولي أشهد لا إله إلا الله بابا حمص النبي يا ولي بابا حمص النبي سيدي حمو مولا الرويني بابا حمص النبي سيدي حمو مولا الرويني أشهد لا إله إلا الله بابا حمص النبي يا ولي Et voilà, c'était une très très belle chanson du Diwan Tindouf que nous avons appréciée ensemble. Nous arrivons à notre deuxième plateau et je retrouve mon invité dans un instant.
Dans l'agenda culturel, nous allons recevoir une personnalité née en 1952 à Kenadza. Il a occupé plusieurs postes, instructeur, instituteur, professeur de collège puis de lycée, professeur formateur à l'Institut de technologie de l'éducation, l'ITE auparavant, alors inspecteur de l'éducation et enseignant associé à l'université de Tahrir Mohamed de Béchar, aussi à l'ENS, alors l'école normale supérieure. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés M. Aboud Abdelmalek. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Marhaba bik maana. Alors justement, vous êtes auteur de 2 livres. Alors le premier intitulé de la formation des formateurs en didactique du FLE. Pour les gens qui ne connaissent pas FLE, c'est le français langue étrangère. Ça, c'est votre première édition. Il y a eu un deuxième livre qui a fait son apparition cette semaine. Alors dimanche dernier, je pense. Oui, c'est ça. Tout récent. Alors l'évaluation dans l'enseignement du FLE. Voilà, ça c'est le nouveau livre. Ça parle de l'éducation, de l'apprentissage du français bien sûr. Et bien sûr, de par votre expérience, vous avez beaucoup de choses à apporter. Alors comment évaluez-vous l'enseignement du français en Algérie? Alors je vais d'abord commencer par vous remercier de l'invitation. Voilà. Et par la même occasion, permettez-moi aussi de vous rendre hommage et en même temps de vous exprimer mes vœux à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse. Merci beaucoup. Écrite et audiovisuelle. Ah oui, la liberté d'expression, voilà, 3 mai dernier. Merci beaucoup. Voilà. Ah ben, c'est très gentil. Pour commencer, j'aimerais bien profiter de votre expérience. Ça fait 42 ans quand même dans le terrain au service de l'apprentissage de la langue française. Comment évaluez-vous votre parcours de par toutes ces réformes, ce développement, cette évolution qu'a connu le secteur de l'éducation? En tout cas, les différentes réformes qui ont été entreprises dans le cadre de l'enseignement, de l'éducation et de l'enseignement en Algérie, c'était des réformes, si vous voulez, qu'il faut placer dans leur contexte. Et ça, c'est tout à fait normal, parce qu'on ne peut pas parler de réformes sans les situer dans leur contexte. Notre système éducatif, si vous voulez, est passé par 3 réformes, très connues, bien sûr. Il y a eu des remédiations, et ainsi de suite, mais les 3 réformes, comme on dit, de taille, c'est premièrement un système éducatif que nous avons hérité du système colonial avec l'avènement de l'indépendance. On l'avait adopté parce qu'on n'avait pas le choix. On n'avait pas d'abord l'encadrement approprié, ni les moyens d'ailleurs. Ça a duré un certain temps. Puis on a eu comme réforme, au vrai sens du terme, c'était l'introduction de l'école fondamentale. Ça a été préparé par un texte très connu, ce qu'on appelle l'ordonnance du 16 avril. Ça a coïncidé avec le 16 avril 1976, voilà. Et la mise en place de cette réforme, c'était à partir des années 80. Voilà. C'était l'école fondamentale, bien sûr. Et bien sûr, ça a duré une vingtaine d'années. Jusqu'en 2000, on a entamé une deuxième réforme. Là aussi, elle a été instituée par le président de la République. Il a installé une commission d'experts, bien sûr, dirigée par Dr Benzarou. D'ailleurs, on l'appelle la commission Benzarou. C'était ça. Avec des experts en pédagogie, en didactique, en linguistique. Il y a eu même des sociologues, des psychologues, des inspecteurs aussi. Et la mise en place, c'est à partir de 2003. Oui. Et c'était dans le cadre de ce qu'on appelle l'approche par compétence. L'approche par compétence. Alors, cette réforme-là, bien sûr, n'a pas touché uniquement le système éducatif ou bien l'éducation nationale. La réforme aussi a touché même l'enseignement supérieur. Il y a peu de gens, malheureusement, qui ne font pas le lien entre les deux. Mais c'est la même chose. Pourquoi? Parce que l'approche par compétence a touché aussi l'enseignement supérieur dans le cadre de l'introduction du LMD, ce qu'on appelle le LMD, le licence, master, doctorat. Oui. Jusqu'à présent, elle est toujours en usage, elle est toujours en pratique au niveau de... Voilà. Ces 3 réformes ont introduit ici 3 systèmes de formation. Parce qu'on ne peut pas parler de réforme
sans parler de formation. C'est ce que j'ai mentionné d'abord dans mon... Ah ben justement, j'allais revenir Voilà. déjà à l'appellation. Voilà. Vous commencez avec un 2 de la formation des formateurs en didactique, justement. Donc, pourquoi ce 2 au départ? Et oui, la question a été déjà posée dans un séminaire. On m'a fait le reproche. Est-ce que vous pouvez parler de la formation des formateurs? J'ai dit, mais non, ce n'est pas la formation des formateurs, c'est de la formation des formateurs. Et là, ça sous-entend que soit c'est un partitif, une partie de la formation des formateurs, comme cela sous-entend que je vais parler à propos de la formation des formateurs. Donc, vous voyez quand même que c'est pas général. Je peux me permettre, parce que je ne suis pas spécialiste en la matière. Et moi, je suis un praticien. Voilà. Homme de terrain, après 42 ans quand même dans le domaine, vous avez quand même pu constater pas mal de choses. Vous avez contribué aussi à la formation de plusieurs formateurs, on va le dire. Vous avez aussi une page sur Facebook, un groupe de formation des formateurs. Oui, voilà. Oui, bien sûr, mais toujours est-il que, moi, vous savez, moi, de par ma nature, juste comme ça, je suis toujours discret, ça y est, ce que je fais, je le fais pour les autres, mais je n'aime pas me... Très discret, M. Aboud. Excusez-moi le terme, de vous le dire franchement, je n'aime pas les projecteurs. Et pourtant, vous êtes aujourd'hui sous tous ces projecteurs. Non, vous m'avez invité. Je sais. Je ne pouvais pas vous refuser. Voilà, c'est ça. Moi-même, j'ai été votre élève à un moment donné, donc on a appris beaucoup de choses de par votre expérience. Je reviens vers votre livre. Les deux éditions sont de Dar Khaldouniya, donc de Koba, Alger. Le dernier vient d'apparaître cette semaine, tout frais. Donc ça parle de l'évaluation dans l'enseignement du français langue étrangère. Alors déjà, l'apprentissage qui a subi plusieurs réformes, plusieurs changements depuis des années. Qu'est-ce que apporteraient vos deux livres, chacun dans son domaine? Non, ce que moi j'ai dans ces deux livres, j'ai ciblé, comme on dit, alors là aussi, excusez-moi le terme de le dire, j'ai mis le doigt sur la plaie, là où ça blesse, comme on dit, là où le bas blesse. Nous, on parle généralement de réforme de l'enseignement, réforme du système éducatif, que ce soit au niveau de l'éducation nationale, que ce soit au niveau de l'enseignement supérieur. On parle de l'enseignement, de l'apprentissage, des programmes, et ainsi de suite. Oui. Mais les deux volets, si vous voulez, en amont et en aval, on les oublie. Premièrement, c'est la formation. Mettre un projet sur le terrain, mais le mettre en marche. Mais où sont les actants? Où sont les praticiens de ce projet? Sinon ça va être l'échec. Alors justement, dans ce sens, je vais prendre un petit extrait de votre livre que je vais lire à nos téléspectateurs. Alors, vous parlez dans la page 225, la formation professionnelle des enseignants de français, et vous faites un constat. Vous mettez le doigt sur la plaie directement. Le problème majeur d'un système éducatif qui pourrait constituer un des facteurs du déclin de l'enseignement réside dans la négligence de la formation professionnelle initiale. Et justement, vous évoquez l'importance d'avoir une formation pratique. Voilà. Moi, je prends en considération, par exemple, les trois réformes que j'ai citées tout à l'heure. La première, on n'avait pas le choix parce qu'on l'a hérité. C'était l'indépendance, donc on l'a hérité. À l'époque, il y avait un défi majeur, un défi de taille. C'était la scolarisation massive des Algériens. C'était éduquer, enseigner les petits Algériens. Donc la priorité a été donnée au recrutement des enseignants. Et c'était des enseignants qui n'avaient subi aucune opération de formation. C'était d'ailleurs, on les appelait des moniteurs et des instructeurs. Ils ont été versés dans des écoles. D'ailleurs, même l'infrastructure, on n'a pas tenu compte des infrastructures. C'était des logements de fortune, des maisons en toupe, en terre glaise, que certains citoyens volontairement les ont cédés à l'éducation. Et c'était faire classe. On ne cherche pas à comprendre. Alors, la formation, à l'époque, notre pays a créé une institution qu'on appelle l'Institut pédagogique national, l'IPN. Cette institution faisait ce qu'on appelle la formation à distance. Et envoyait des polycopiés.
Il y avait des livres du maître, des livres du guide du maître, des livres du professeur. Même des fiches étaient élaborées, conçues, et on les fait passer pour que ces enseignants-là puissent quand même faire classe. Voyez. Et en même temps, on leur envoyait même des fascicules concernant leur matière. C'était l'arabe, c'était le français, c'était les mathématiques, ainsi de suite. En toute matière confondue. Toute matière. On faisait une formation, comme on dit, sur le tas. Hein? C'était une formation à distance. Mais avec l'apparition des ITE, justement, Voilà. on est passé à la pratique. Après, alors comment on sanctionnait cette formation-là pour que les gens quand même s'intéressent? Il y avait des examens. Moi, personnellement, j'ai passé ces examens-là. Et il y avait ce qu'on appelle un CCGP, Certificat de culture générale et pédagogique. Ça, c'est pour passer d'un corps à un autre. Il y avait ce qu'on appelle le BSC1, brevet supérieur de capacité, première partie. Puis BSC2, brevet supérieur de capacité, deuxième partie. Ça, c'est pour obliger, excusez-moi le terme, obliger les recrues, les nouvelles recrues, à accéder au grade supérieur, aux échelons supérieurs. Dans les années 90, soit 70 plutôt, eh bien, c'était l'instauration des ITE, des instituts de technologie de l'éducation, à travers tout le territoire national. Et là, c'était la formation au vrai sens du terme. Au vrai sens du terme. Pourquoi? Parce que c'était une formation théorique et pratique et ciblant toutes les disciplines à l'époque. Et en même temps, il y avait un encadrement aussi de taille. Bien sûr, c'était des coopérants techniques. Malheureusement, M. Aboud, le temps ne nous permet pas de nous étaler sur tous les détails. Voilà. J'aimerais bien voir votre touche, justement, après toutes ces années passées au service de l'apprentissage de la langue française. Vous mettez entre les mains des étudiants, des formateurs et de toute personne qui s'intéresse à ce volet deux livres, justement, très intéressants. Alors, qu'est-ce qu'ils apporteraient sur terrain, en pratique, justement? Je vous le dis en toute sincérité, le premier livre que j'ai mis sur le terrain, que j'ai mis en circulation, il est exploité non seulement en Algérie, mais même aussi à l'étranger. Absolument. J'ai reçu pas mal de communications, que ce soit de France, de Belgique, même de la Turquie. C'est les mêmes méthodes. Même de la Turquie, voilà. J'ai reçu pas mal d'informations. Jusqu'à présent aussi, j'ai reçu des messages, des demandes d'éclaircissement. Ben, ça fait plaisir. Je l'ai même envoyé, parce qu'il y en a qui l'ont commandé. Je l'ai envoyé, vous voyez, pas plus loin que le mois passé, c'était octobre, novembre. J'ai fait un déplacement à Istanbul. J'ai pris quand même sur moi un certain nombre, parce que ça a été demandé par certains collègues et qui m'ont fait part de cela. Donc quand même, c'est un document. La même chose aussi dans le cadre de la préparation. Il y a certains étudiants qui le citent comme référence. Oui, qui préparent leur licence, master. Soit dans leur mémoire, soit dans leur master. Même des enseignants qui m'ont fait part, ils les citent comme référence dans leur préparation, dans leur thèse de doctorat. Voilà. Justement, il expose 4 passages, on va dire. Alors, il commence par l'explication des théories de référence, de la didactique de la discipline, la méthodologie de la formation des formateurs, et conception d'analyse et d'outils didactiques. Donc, au service de toute personne qui est dans l'enseignement. Alors, justement, ça a un lien avec le troisième système de formation qu'on avait entamé à partir de 2000. Oui. Il n'y a pas de formation initiale. Ce sont des étudiants qui viennent d'université. Toutes disciplines confondues. Oui. On les recrute à partir d'un concours et ils sont versés directement dans l'enseignant de l'éducation. C'est vrai, ils suivent ce qu'on appelle une formation pédagogique préparatoire pendant les vacances, l'hiver, le printemps, l'été, mais c'est insuffisant. Mais ils n'ont pas forcément les outils. Alors ce qu'il y a de bien, c'est vrai, on recrute avec un bac plus 3, licence, bac plus 5, master. Mais malheureusement, cela ne signifie pas qu'il y a amélioration de la qualité de l'enseignement dispensé. Justement, il y a un constat qu'on pourrait faire justement sur la région sud en particulier. Il y a une grande régression du niveau du français. Quand on voit l'ancienne génération, on a pas mal d'écrivains, de poètes et tout.
qui s'exprimait naturellement en français. Aujourd'hui, cette régression, elle est due à quoi? En tout cas, il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. Et parmi ces facteurs, non seulement il y a, c'est vrai, la formation initiale qui fait défaut, et ça c'est presque à l'échelle nationale, mais il y a un autre facteur très important aussi, c'est le statut de la langue. Alors nous arrivons au terme justement de ce deuxième plateau. Je vous laisse l'occasion de nous faire un dernier mot. Le dernier mot, moi, c'est que j'aimerais bien revenir à l'évaluation. Peut-être on parlera, Inch'Allah. J'espère avoir l'occasion de vous accueillir une prochaine fois pour en J'aimerais parler. bien quand même dire un mot, surtout pour les parents, parce que nous sommes déjà dans la période des examens. Oui, surtout aux examens. Bientôt fin de les cycle. examens officiels. Oui. J'ai un mot, comme on va dire aux parents, c'est d'aider leurs enfants. Comment? Eh bien, par exemple, en sortant d'une épreuve, de telle épreuve, de ne pas les traumatiser par montre-moi ton brouillon, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qu'a donné comme réponse. Oui. J'aimerais bien qu'ils les laissent tranquilles. Voilà. Le temps de finir les Au épreuves. contraire, il faut prendre le brouillon et la copie, ou plutôt le sujet, le mettre de côté. Et les encourager, mon enfant, ma fille. Pense au prochain examen. Je te fais confiance, sûrement tu as bien travaillé. Alors repose-toi pour la prochaine épreuve, tu as l'après-midi ou demain. Voilà. Très bon conseil. C'est le seul conseil que j'ai à donner aux parents. Ah ben, je vous remercie, Monsieur Abdelmalek Aboud, d'avoir accepté notre invitation et pour toutes ces informations et, enrichissantes, bien sûr. Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de ce deuxième plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale. Nous reviendrons juste après pour recevoir notre prochain invité. Ne changez pas de chaîne. من حرموني من غزالي زتبال من حرموني من غزالي زتبال واش يصبر قلبي مسود على الجمال بعدوني والله يا تيب الصبر واش يصبر قلبي مسود على الجمال بعدوني والله يا تيب الصبر حرموني من غزالي زتبال من حرموني من غزالي زتبال شي صبر قلبي مسود على الجمال بعدوني والله يا تيب الصبر وشي صبر قلبي مسود على الجمال بعدوني والله يا تيب الصبر والقلب الصافي
Très belle chanson d'une troupe de Timimoun. C'était de la musique locale de Timimoun, chers téléspectateurs, toujours avec vous depuis la station régionale de Béchar. Nous arrivons à notre troisième plateau et nous retrouverons notre prochain invité dans un instant. Notre rubrique sera dédiée aujourd'hui au programme de la direction du tourisme et de l'artisanat de la wilaya de Béchar dans le cadre des activités établies à l'occasion de la célébration du mois du patrimoine qui s'étale du 18 avril et qui continue justement jusqu'au 18 mai. Alors, des journées de formation ont été organisées à la direction justement du tourisme. Pour ce, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés M. Silabdi, directeur du tourisme de la wilaya de Béchar. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci pour l'invitation et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci bien, c'est moi qui vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Alors c'était des journées de formation qui étaient consacrées au savoir-faire ancestral, le bâtiment, décoration et gravure sur argile. Alors comment ça s'est déroulé? Je sais que ça s'est étalé sur 4 jours, la semaine dernière, du lundi jusqu'au jeudi. Exactement, nous avons à l'occasion de le mois de patrimoine, la célébration. Donc nous avons organisé au niveau du siège de la direction du tourisme et de l'artisanat une formation au profit de 22 apprenants, dont des artisans, des architectes, des porteurs de projets, porteurs des idées, pour renforcer leurs capacités en termes de la construction en terre. Donc c'est en collaboration avec le Centre algérien de patrimoine culturel bâti en terre. Donc, Capteur de Timimoun. Capteur de Timimoun, oui. C'est un centre national. Donc félicitations pour le directeur et tout le staff participé dans cette formation. Donc cette formation a pour renforcer, comme je le dis, les capacités et les compétences de nos jeunes, de nos artisans, de nos porteurs de projets, pour réhabiliter les qsors, la réhabilitation, la restauration aussi, la préservation aussi des qsors, les bâtis construisés en terre, donc pour améliorer toujours la destination touristique de la wilaya de Béchar, pour sauvegarder quand même notre qsor vous savez, comme les communes de Béchar, chaque commune a un qsar, plusieurs qsors. Donc, c'est un patrimoine matériel énorme. C'est un patrimoine qu'il faut le sauvegarder. Nous avons une responsabilité envers notre culture, notre qsor. Donc, cette formation, c'était à l'occasion du mois de patrimoine. Donc, vraiment... Alors, comment ça s'est déroulé, justement? Oui, ils ont appris les techniques, les technicités de restauration, les technicités aussi de sauvegarder et d'utiliser les matériaux locaux, surtout les dérivés palmiers datés, la terre, les pierres, la chaux, donc le choix de la terre aussi. Le choix de la terre ici aussi, il y a des matériaux locaux au niveau de la wilaya. Donc, et puis c'était une formation qui était en 2 parties, théorique et pratique. Il faut dire qu'il y avait des conférences, il y avait aussi des ateliers. Oui, il y avait des ateliers pratiques au niveau du siège de la direction du tourisme et de l'artisanat. Oui. Nous avons aussi organisé un séminaire ou bien une journée d'études au niveau de l'université Tahri. Avec l'Institut d'architecture. Donc, il y avait plusieurs interventions. Parmi les interventions, il y avait une intervention de M. Hamouine, qui connaît professeur Hamouine, qui connaissait dans ce domaine-là de la restauration et la préservation des sites historiques, des sites culturels comme les qsors et tout. Donc, cette présentation elle est basée sur l'utilisation des matériaux locaux, l'authenticité de la sauvegarde, eh bien, de l'authenticité des qsors, des patrimoines matériels, surtout l'utilisation, comme je le dis, les technicités, même les études historiques, les études techniques pour réhabiliter
l'Ixor. Même temps l'aération, en même temps l'utilisation, comme je l'ai dit, des matériaux locaux pour réintégrer ces jeunes-là au marché national et marché local pour la rénovation, pour la réhabilitation probable par la suite. Alors, Surtout, il y a des études à ce moment-là avec la direction des cultures pour réhabiliter pour toute l'Ixor, Inch'Allah. Alors justement, on va voir ce VTR qui va démontrer justement les efforts que vous avez fournis tout au long de ces 4 jours. Oui. On va s'arrêter un petit moment avec ce VTR réalisé par notre collègue Jawid Abab Ahmed et nous reviendrons pour continuer le débat. Restez avec nous. La direction du tourisme de la wilaya de Béchar a choisi une approche simple mais intéressante en lançant des journées de formation autour du sculptage mural inspiré du style d'Iqsour de Timimoun. Un savoir-faire local qui fait partie du charme architectural du Sud et qui mérite d'être partagé. Encadrée par Capter, connu dans ce domaine, cette formation s'adresse à un public varié, artisans, artistes peintres et propriétaires de maisons d'hôtes. L'idée est surtout de donner des outils pratiques pour intégrer ce style dans leur activité. Cette ornementation est une décoration d'origine berbère, extraite de la région de Timimoun. La plupart de ces décorations se trouvent dans les régions des Gourara, Tidikelt et Touet. استدعتنا ولاية بشار وإحنا فخورين لهذه المناسبة. Nous sommes très heureux d'être dans la wilaya de Béchar et nous sommes fiers à cette occasion de participer. Nous essayons de leur transmettre cette technique ainsi que d'échanger des informations et des aspects culturels, que ce soit au niveau de la wilaya ou à l'échelle nationale en général. Cette session est une formation dédiée au métier de l'enduit mural, de la décoration et de la gravure sur mur. Il faut préciser que l'idée selon laquelle la décoration ne se réalise qu'avec du plâtre est fausse. En réalité, l'artisan ou l'artiste qui a la volonté de pratiquer ce métier peut travailler avec toute matière malléable, le plâtre, l'argile, le ciment blanc ou encore le ciment gris. ولا الاسمنت البيضاء ولا الاسمنت الزرقاء سيبيا بورتروند يعني عادي. C'est une initiative plutôt tranquille mais utile qui montre qu'on peut avancer pas à pas dans la valorisation du patrimoine. En misant sur des savoir-faire existants, Béchar explore une manière accessible de renforcer son identité touristique tout en créant un petit pont dans l'expérience reconnue de Timimoun. En s'appuyant sur l'expérience de Capter, la formation en sculptage mural dépasse le simple cadre pédagogique pour devenir un véritable levier de professionnalisation des acteurs locaux. L'encadrement assuré par une structure spécialisée garantit non seulement la qualité du contenu, mais aussi le respect de l'authenticité des techniques issues d'Iqsour de Timimoun. Nous, comme étant artisans, nous essayons de faire la découverte de tout ce qui est déco, y compris la poterie. C'est un domaine très vaste. C'est une opportunité, que ce soit pour les artistes, les artisans ou encore pour la promotion touristique de la région. Nous remercions la direction du tourisme pour cette formation. Nous espérons, si Dieu le veut, que ce ne sera pas la seule, mais qu'il y en aura plusieurs autres et que j'aurai personnellement l'occasion d'y participer. Nous souhaitons également transmettre ces connaissances aux personnes qui n'ont pas pu bénéficier de cette formation.
Nous avons la volonté de le développer et de promouvoir le tourisme dans la wilaya de Béchar ainsi que dans l'ensemble du Sahara. Nous sommes venus participer à ces ateliers organisés par la direction du tourisme qui sont arrivés au moment opportun, à savoir durant le mois du patrimoine culturel. Nous avons constaté la présence de participants intéressés, notamment les habitants d'Exour, comme ceux de Tarit. Cette session s'est déroulée au bon moment et le choix des encadreurs a également été pertinent, notamment avec la participation du Capter. Ce partenariat illustre également l'importance de la collaboration entre institutions publiques et tissus associatifs dans la valorisation du patrimoine immatériel. En conjuguant leurs efforts, ces acteurs contribuent à ancrer durablement ce savoir-faire dans la dynamique touristique de Béchar, tout en ouvrant de nouvelles perspectives économiques pour les artisans et les porteurs de projets locaux. C'est très beau et l'ambiance est magnifique tout simplement. Ouais. Alors, qui c'est qui a bénéficié justement de cette formation et avez-vous fait appel à des artisans de la région de Béchar? Oui, bien sûr, la participation, c'est varié entre les artisans, les architectes et même les porteurs de projets, surtout les porteurs des idées. Surtout, cette formation, ça rentre dans notre stratégie pour encourager les gens, les investisseurs dans le domaine de, ou bien la formule d'hébergement de touristes chez l'habitant. Donc, c'est une formule qui donne l'occasion aux citoyens, à notre société, pour investir dans leur maison située dans l'Exour, pour héberger les touristes, pour créer la richesse. Donc, cette formule, c'est encourageuse pour exercer des activités touristiques. Alors justement, est-ce que cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus globale de valorisation du patrimoine à Béchar? C'est-à-dire, est-ce que vous allez utiliser ces artisans qui ont bénéficié de cette formation en collaboration avec vous ou avec d'autres facteurs, peut-être des investisseurs, pourquoi pas, pour peut-être créer de nouveaux sites, pourquoi pas? Oui, justement. Et réhabiliter ce qui existe déjà. D'autre côté, il y avait, comme vous avez dit, donc l'encouragement de ces jeunes-là pour investir dans le domaine des établissements, ou bien les habitations traditionnelles. Les habitations traditionnelles, les maisons d'hôtes, l'hébergement chez l'habitant. Qu'on revienne à tout ce qui était... Les musées, les villages touristiques, les villages artisanaux bâtis en terre. Donc c'est le tourisme écologique, c'est le tourisme, comment dirais-je, environnemental. Donc c'est notre stratégie de notre ministère. Madame la ministre encourage toujours, bien sûr, même temps, c'est les autorités publiques qui encouragent le tourisme authentique, pas de tourisme et pas de tourisme de masse. Donc, il faut choisir la catégorie des touristes qui vont à l'Algérie. C'est pour découvrir notre richesse, notre culture, notre tradition, notre... Et puis, c'est les meilleures bâtisses quand même qui sont adaptées aux conditions climatiques de la région, il faut le dire. Exactement, nous avons les oasis. On profite des oasis pour créer des sites touristiques, pour héberger, pour être attractifs, pour améliorer la destination touristique dans la région de Béchar. Donc, le touriste étranger toujours préfère le tourisme écologique. Le tourisme qui se base sur les traditions, tout ce qui est naturel, sur la palmerie, sur les animaux de la région, les rivières, les dunes. Comme vous savez, nous avons une richesse, des potentiels énormes à la wilaya de Béchar. Donc, à cette occasion, nous avons réfléchi bien sur cette formation. Il y avait aussi... Et on a vu que ça a suscité quand même l'intérêt de beaucoup de gens. On avait pas mal de gens qui étaient là. Et en même temps, il y avait des études. Probablement, donc, il y avait des études avec la direction de culture pour rénover
l'Exor. Oui. Donc, c'est une main-d'œuvre qualifiante pour ces marchés-là, local et national. Donc, on peut intervenir avec les apprenants dans les prochaines rénovations, les prochaines restaurations, quel que soit au niveau de Béchar ou bien au niveau national. Donc, c'est très intéressant de former les gens dans ce type de formations qui sont vraiment rentrent dans la restauration des sites culturels ou bien le tourisme culturel. Donc, ce type d'initiative contribue-t-il à renforcer l'attractivité, je dirais, de la région, justement? Parce que dans Justement, un domaine l'attractivité. touristique, on voit que beaucoup de gens s'intéressent aux maisons d'hôtes, au style artisanal, au style traditionnel et tout. Oui, c'est ça. Donc, le touriste étranger, toujours, ou bien même Local, même national, oui, les les familles nationaux, préfèrent les maisons d'hôtes qui sont traditionnelles, chaleureuses, avec leur simplicité, avec des matériaux locaux, avec les dérivés palmiers datés, avec la terre, la chaux, donc l'aération naturelle, climatisée. Donc, vous savez que la construction bâtie en terre, c'est climatisé naturel. Donc, à l'hiver, à l'été, donc, on n'a pas besoin d'utiliser la climatisation. Absolument, c'est pour ça que j'ai dit que ça s'adapte naturellement avec toutes les conditions climatiques. Dernière question, qu'est-ce que vous avez dans les perspectives? Y aura-t-il d'autres formations du même genre sinon? Oui, justement, il y avait d'autres formations. Il y aura, Inch'Allah, une formation dans la construction. Inch'Allah, on va l'organiser au site d'Uksar au niveau de Knadza ou bien de Tarit pour me donner l'ambiance, pour donner vraiment un cas aperçu pratique. Voilà. Un cas pratique, réel, sur terrain, pour pratiquer les procédés déjà instaurés avec la société ou bien les propriétaires des maisons d'hôtes. Situé dans le Luxor, soit disant à Tarit, de Tarit, il y avait au moins 3 maisons d'hôtes qui bénéficient qui ont été restaurées, qui font des activités touristiques et exercer leur activité d'héberger les touristes étrangers ou bien nationaux au niveau de cette maison d'hôtes avec création de richesses et un boulot quand même important. Absolument. Je vous remercie pour toutes ces informations, Monsieur Silabdi. J'ai été très ravie de vous accueillir ce matin. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce troisième plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale et nous reviendrons pour retrouver notre quatrième et dernier invité. Restez avec nous. Merci.
جوك رهيبة ويا ابن بوزيان. Et voilà, toujours avec vous en direct de la station régionale de Béchar. Nous arrivons à notre quatrième et dernier plateau et nous allons parler de l'éducation nationale. Bien sûr, les préparatifs pour les examens. Pour ce, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés M. Khaladi. Sabah al-khair wa marhaba bik Oustaz. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة وعليكم الله. السلام وبركاته. الحمد لله. Alors, مرحبا بك. رايحين نحكوا اليوم على التحضيرات للامتحانات. رانا في مرحلة تاع امتحانات. السمانة هذه كان تقييم المكتسبات عند لي 5 اني دونك سنة خامسة انتهوا ومن هذا المشكل ورايحين للامتحانات نتاع لو 3 سيكل بيان سور اختبار الثلاثي الثالث وبعدها راح يكون امتحان شهادة التعليم الأساسي متبوع بشهادة البكالوريا وهي مرحلة ستريس الأكبر. بون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية إليك وإلى جميع الطاقم اللي معك. تحية إلى جميع المشاهدين. تحية إلى طلابنا وتلامذتنا الذين هم مقبلين على شهادة الامتحان امتحانات نهائية سواء شهادة المتوسط أو البكالوريا متمنين لهم كل التوفيق إن شاء الله. بالنسبة للتحضير النفسي فهو في الحقيقة عملية هي لإعداد التركيبة النفسية. نقول التركيبة النفسية معناتها العقل والانفعالات. التركيبة إعداد هذا العقل والانفعالات لمواجهة ضغوطات دراسية، ضغوطات عندها عوامل خارجية سواء عوامل من الشخصية من الطالب ولا التلميذ نفسه أو من البيئة المحيطة به مثلا من عند العائلة عند الأسرة. نعرفوا بلي الأسرة الآن عندها واحد ردود أفعال تقريبا سلبية من ناحية التلميذ الموجود ولا الطفل ولا الشاب ولا المراهق الموجود في الأسرة ولا المقبل على شهادة الامتحان سواء هنا تاع الباك ولا الاختبارات حتى هذا الإعداد التحضير النفسي هو كما قلنا إعداد عملية إعداد لمواجهة هذه الضغوطات. والهدف منه هو الهدف هو إعادة بناء التركيبة النفسية من الناحية الإيجابية. خاطر نشوف التحضير القلق ولا التوتر ولا يكون مصاحبها مشاعر مصاحبها أفكار سلبية. هذه الأفكار السلبية تؤثر على مردودية الدراسة أو تؤثر على الإجابة أو في وقت الامتحان. لهذا يمكن قلنا إعادة التركيبة النفسية لإعادة الثقة في النفس أولا، لإعادة برمجة إعادة تنشيط العمليات العقلية خاصة التركيز، لأن الامتحان يتطلب تركيز، يتطلب انتباه، يتطلب ثقة في النفس، يتطلب قيمة شخصية للتلميذ حتى يكون عنده إجابة ويكون عنده يوفق في الامتحان. التحضير راح يبدا يعني اسابيع ولا شهور قبل الامتحانات اكيد. ملاحظه جد مهمه هذه، فالتحضير يبدا منذ بدايه السنه الدراسيه. هذه دائما نقولها احنا للتلاميذ في مخصص عندنا تجربه كبيره باللي التحضير النفسي يكون منذ بدايه السنه الدراسيه، خاطر موازاه مع تحضير البيداغوجي. خاطر هناك تحضير البيداغوجي، خاطر الانسان منذ بدايه الموسم الدراسي يكون عنده خوف من البكالوريا، يكون عنده ردود افعال، تجي واحد الافكار سلبيه، ما يعرفش يتصالح مع نفسه، ما يكونش عنده تصور ادراكي ولا تصور ذهني ما معنى شهاده البكالوريا او ما معنى شهاده المتوسط. هنا يبدا ينتج واحد الافكار سلبيه. هذيك الافكار السلبيه تتطلب متابعه ومرافقه نفسيه من طرف، وخاصه من طرف المختصين النفسانيين المتواجدين على مستوى وحدات الكشف والمتابعه. الان دركا راهو كاينين لي بسيكولوج او نيفو دي جي دي اس وحده الكشف والمتابعه، كاين دي بسيكولوج اللي يقوموا بنشاطات موازاه مع الفحوصات اللي يقدموها للطلبه. هناك نشاطات وهناك مثلا نشاطات فرديه سواء دي كونسيتاسيون انديفيديال، فحص فردي ذاتي، او فحص بمعنى تدخل فيها تقنيه ديناميك الجماعه، ديناميك دو جروب. ديناميك دو جروب عن طريق مثلا محاضرات، عن طريق جلسات، عن طريق تفاعل، تشاور، حتى ولو كان هناك طفل ولا تلميذ
عندها مثلا خوف من الامتحان، ولا عندها توتر في وقت الامتحان، يكون كاع مجتهد، ولكن في يوم الامتحان يصرى له كف بلوكاج. بلوكاج. وتبان لي المجتهدين هما اللي صرا لهم اكثر. تقريبا المجتهدين لخاطر هنا وين راه المشكل؟ هنا تحضير ذهني يتطلب استرخاء نفسي وجسمي باش المعلومات تجي، وباش القدرات العقليه مثل التركيز والانتباه وكل شيء يكون حاضر في وقت الاجابه. وش هي الاشياء اللي تقدر تساعدهم انهم يلقاو هذا الهدوء النفسي وانهم يسترجعوا الثقه بالنفس؟ لانه سهل باش تقول لواحد ما لازمش تستريسي وما لازمش تتقلق، بصح باش يقدر يوصل لها كيفاه؟ شوف، القلق هو حاجه طبيعيه، عنصر ايجابي وطبيعي في وقت الامتحان، وعامل في النجاح ايضا. عامل في النجاح، كل ما نخافش هو اللي يعطي دفعه للنجاح. كل ما كان الانسان شويه قلق ولا خايف ولا يعطي نجاح، لكن اذا زاد على حده ينقلب ضده ويصبح توتر في نفسي ويصبح سبب في الفشل. القلق واش هو؟ القلق هو استجابه انفعاليه لموقف معين. ابسوليومون. لموقف معين، وهذاك الموقف هو امتحان. واش عملتها؟ امتحان غادي التلميذ هذاك يقيموه، يديروا له تقييم، بصح هذاك التقييم لحظي في ذاك اليوم. اما الضغط هو استجابه انفعاليه لعوامل خارجيه. والضغط منين يجي؟ جينيرالمون الضغط وين يجي؟ خاطر نجودوا حنا عندنا تجربه مليحه كثيره في هذه الامور، يجي من طرف العائله. كنت راح نقولها لك، لانه الاسره هي اول واحد اللي يضغط. واش دير واحد العمليات، واحد الاليات اسقاطيه. بروجيكسيون كان مثلا تلقى الابوين ما عندهوش مستوى، ولا يقول لك باللي خص ولدنا يخرج عنده مستوى، خصه يقرا. خطرات يكون هذا الضغط من طرف الاسره، ولا احيانا المقارنات ما بينه وبين اخواته ولا بين جيرانه ولا ابناء العمومه، ولا والمقارنه هي شويه تقتل الاراده والقيمه وتاع الشخصيه، وتقتل الرغبه وتقتلها. هذا علاش احنا دائما لازم نتفادوا المقارنه، خاصه المقارنه والضغط من طرف الاسره. ايضا حتى العوامل اللي تكون داخل في الاسره، احيانا يكون فيه شجار ما بين افراد الاسره ولا ما بين الوالدين، ولا ما يساعدوش. يكون صراع اسري وكل شيء سي نورمال، ما يساعدش التلميذ، وخاصه المراهق اللي خاصه يكون، خاصه اللي المقبل على الامتحان يكون خاصه يكون عنده بيئه امنه، بيئه مثلا متوازيه، يكون عنده توازن نفسي، يكون عنده وجو عام هادئ في المنزل، لانه ثم يرجع باش يرتاح وامن. خاطر علاش احنا المشكل وين راه الان؟ نلقاوه هذا المشكل نلقاوه في وقت الامتحانات. احنا قلنا التحضير النفسي يكون طول من بدايه السنه، وكاين خطرات وين يكون في التغطيه الصحيه اثناء اجراء الامتحانات، خاطر لي بسيكولوج كانوا واجدين، لي ميدسان كان ان جروب ميديكال بسيكولوجيك في البلاصه، ويكون تدخل ايسي ميتنون، يقول لك هنا والان. خاطر كاين وين يكون كما قلتي سابقا باللي التلميذ يكون مجتهد، بصح يصرى له كف عن بلوكاج، يصرى له في ذاك هذاك يتطلب دي انترفونسيون ديرجونس اون بسيكولوجي. فلربما هذا لو تيرم هذا قليل اللي يعرفه، لا تدخل نفسي استعجالي. خاطر علاش استعجالي؟ خاطر كاين الزمن، الوقت محدد تاع وقت الامتحان، وخاصك تعاود اعاده بناء المجال المعرفي والادراكي نتاع التلميذ. خاصه ما غاديش تعاودوا له الامتحان مره اخرى، ولا عندها امتحان ماده العلوم الطبيعيه، خاصه يجاوب في الماده هذيك. ما عندهاش الوقت. خاصك البسيكولوج تما خاصه كيفاش يعاود له يعاود اعاده تنشيط القدرات العقليه نتاع التلميذ. وهذه التقنيات تتطلب واش تتطلب؟ اولا تتطلب عمليه الاسترخاء، بصح تكون عمليه مستعجله. هي اعاده خاصه التنفس، لو ريتم ريسبيراتوار خاصه يتغير. من عرف التلميذ يكون مقلق مثلا، يشوف الاجابه تجي صعيبه ولا خطرات تجي سهله، ترمو سهله يباس كوتي، افعال التوتر وقلق وكل شيء، ترمو ديك الفرحه ولا تخليه ينسى كل شيء، يصير لها بلوكاج، ولا خوف، ولا مثلا يجيب في حاله بكاء، ولا يجيب في حاله مثلا كاين ارهاق جسدي وين يكون بات لي كامل يريفيزي مثلا، وهذه الحاجه اللي خاصهم يجتنبوها. ارهاق جسدي هذا دائما حنا نوصلوا التلاميذ باش يكون منذ بدايه الاخر خاصه يكون عندها نظام
غذائي غذائي وحتى في النوم، في نظام الغذاء، في المطالعه، في الساعات التحويل، المخصصة الساعات للمراجعة. المخصصة، تنظيم الزمن، تنظيم الوقت، وقت المراجعه، وكيفاش يبدا من المراجعه، من الامور السهله الامور دائما قلت لك هذا على مدار ما يجيش السنة. اجون باسكو دي فوا ما يجي لو ستاف عجالة ميديكال خاطر السكر، دي فوا يطيح له تاع السكر، دي الدم. فوا يجوا يديروا له انجيكسيون يقول لك ما كليتش ما يقدروش مم. ميم لو ستاف ميديكال يبو با وزيد بزياده انترفينير. كان ملاحظه باللي التلميذ ما يقدرش يخرج من المؤسسه، كون يخرج وي. صاير مقصي مقسم لازم التكفل يكون ايسي ماتنون، هنا والان. هذا فاش سور بلاس. في الحقيقه عمل وتكفل يقوم به المختص النفساني، هذا بكري ما كانش كاين، بصح الان لا غالب على حسب التركيبه النفسيه نتاع الهشاشه تاع الهشاشة. شخصيه الجيل. ولازم ثاني نشير الى امر مهم وهي المرونه استاذنا ما النفسيه. بقالناش بزاف الوقت، ماذا بيا تعطينا في عجاله بعض النصائح اللي ممكن الاطفال تاعنا ياخذوها بعين الاعتبار في التحضير. نصائح هو يكون عنده تنظيم، تنسيق في الامور، في الوقت، في المطالعه، في المراجعه، يكون في العلاقات، عدم المقارنه، يكون عنده واحد العلاقه ايجابيه مع الاسره، والاسره تكون عندها علاقه ايجابيه، ما يكونش عندك ضغط. ماشي نلقاو الوالدين هما اللي يبكوا في بلاصه التلميذ، ولا هما اللي مقلقين في بلاصه التلميذ على الاجابه. ماذا به منين ينتهي من الامتحان ما يعاودش يروح الاجابات نتاع ذاك الامتحان، يبرابير يحضر روحه لامور واحده اخرى في يعطيك الصحة، شكرا لك على كل هذه النصائح من ذهب. شكرا لك على تلبيتك الدعوة. Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de notre émission. Je remercie mes invités qui m'ont honoré de leur présence. Je remercie l'équipe technique qui m'a accompagné ce matin. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne. Restez fidèles au programme de Canal Algérie. Soyez prudents sur les routes. Excellente journée. Au revoir.